Et, et donc, on va continuer donc avec en rajoutant en fait une couche sur ce qu'on a vu jusque-là pour modéliser les imprécisions donc avec les ensembles flous. Et on va voir aussi que c'est un bon moyen pour résoudre ce problème du fossé sémantique, donc entre des concepts abstraits et des informations, des observations, donc typiquement les informations numériques qu'il y a dans les images pour notre problème d'interprétation d'images. Alors, on a vu un petit peu les limites du raisonnement purement qualitatif. Le quantitatif, on l'a évacué très vite parce que voilà, on n'arrive pas à aller très loin avec ça. Et du coup, l'idée, c'est de se placer un petit peu à cheval entre les deux et de faire ce lien donc avec les ensembles flous. Et donc, on va se servir de modèles flous pour représenter des connaissances, des relations spatiales, des objets, etc. et raisonner, raisonner dessus. Donc, voilà, donc ça va être un peu le sujet là, de cette troisième partie. Voilà. Donc, juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc, les ensembles flous, en fait, c'est juste une extension des ensembles. Donc, c'est quelque chose qui a été inventé par Zadeh au milieu des années 60. Et son idée, c'était de dire la notion classique d'ensemble ne permet pas de représenter l'appartenance graduelle. Et du coup, donc c'est quelque chose de déterministe. Hein, c'est pas du tout une information statistique, c'est quelque chose de complètement déterministe. Et on veut représenter des choses par exemple, une partie qui appartient à un ensemble, donc pas tout, juste à un certain degré, etc. Donc, mais du point de vue déterministe. Et donc, l'idée de Zadeh, c'était simplement d'étendre la notion de fonction d'appartenance, donc binaire, soit on est dans l'ensemble, soit on n'est pas dans l'ensemble, à quelque chose de graduel, donc qui peut prendre un certain nombre de valeurs. Donc, par exemple, des valeurs dans l'intervalle 0,1. Mais l'intervalle 0,1, c'est arbitraire. Hein, donc, on a envie que ce soit ordonné, mais c'est tout. Mais voilà. Mais c'est les exemples typiques. Et du coup, on va parler donc d'appartenance partielle ou de degré d'appartenance ou de degré de satisfaction d'une propriété, etc. Donc ça, c'est l'idée de base. Et là-dessus, donc comme la théorie était faite pour étendre la notion d'ensemble, eh bien, évidemment, il y a toutes les opérations ensemblistes qui ont été étendues. Donc, toutes les opérations d'intersection, de réunion, etc. Avec des opérateurs qu'on appelle en particulier des T-normes pour les intersections et des T-conormes pour les disjonctions. Donc, des exemples, c'est le min et le max, par exemple. Voilà. Ce sont que des exemples. Et ces opérateurs ont aussi une interprétation algébrique et logique en termes de conjonction, disjonction. Donc, ça va être les mêmes, en fait, pour représenter des conjonctions ou des disjonctions logiques. Voilà. Beaucoup d'opérations aussi pour faire de l'agrégation d'informations, de la fusion d'informations, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les idées de base. Et ce qu'on va utiliser ici pour nos problèmes de raisonnement spatial et d'interprétation d'images, c'est une interprétation spatiale de ces ensembles flous, où on va considérer par exemple, un objet dans une scène, c'est un ensemble flou. C'est-à-dire que pour chaque point du domaine, on va définir le degré d'appartenance à l'objet qui nous intéresse. Et pour les relations spatiales, ça va être la même chose. On va dire avec quel degré tel point de l'espace satisfait une relation par rapport à un objet de référence, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on va les utiliser essentiellement dans ce qui suit. Alors, le domaine, ça peut être le domaine de l'image, mais ça pourrait être aussi un domaine de paramètres. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la taille de d'un objet, le domaine serait la droite réelle, par exemple, et on définirait avec quel degré un objet est de grande taille, par exemple, sur ce domaine-là. Voilà. Alors, un autre intérêt des ensembles flous, c'est que c'est un cadre commun qui permet de représenter des informations exprimées sous des formes assez différentes. Donc, si on prend par exemple la question des distances, que les distances soient représentées par un nombre, par un intervalle, par un mot, donc par exemple proche, loin, etc. Tout ça, ça peut s'englober dans une notion d'ensemble flou. Donc, en fait, on va retrouver comme cas particulier des ensembles flous des tas d'autres représentations plus simples où on représente qu'une partie de l'imprécision, par exemple, etc.
Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que voilà, c'est suffisamment unificateur pour qu'on n'ait pas à se poser la question de… Voilà. Donc on a par exemple un petit exemple ici où on a deux objets en 3D, ça vient toujours d'image du cerveau, mais bon, peu importe. Et on peut s'intéresser à des valeurs numériques, donc en supposant que les objets ont été bien détectés, et donc calculer vraiment quelle est la distance minimale entre ces objets ou la distance de Hausdorff, où on peut dire bah, finalement les objets ne sont pas très bien définis, donc on va les définir de manière floue. Et donc, ces valeurs-là vont devenir floues, donc on va avoir à peu près 17, à peu près 80 qui va être représenté par un ensemble flou, où on peut s'intéresser aussi, plutôt que d'avoir certaines distances particulières, à la distribution des distances qu'on a entre ces deux objets. C'est-à-dire qu'on prend 2 points, ici, un dans chaque objet, on calcule la distance, on fait ça pour toutes les paires de points, et puis on regarde en fait l'histogramme de ces distances, et on va avoir une distribution, par exemple, comme ça, qui va représenter finalement toute l'information de distance entre les deux objets, donc pas réduite juste à la distance minimum ou la distance de Hausdorff qui va dépendre que de 2 points typiquement. Donc voilà, donc toutes ces représentations-là, on peut les représenter dans le cadre des ensembles flous. Quand on a des valeurs linguistiques, donc par exemple quand on dit proche de, le cadre des ensembles flous va permettre de définir finalement la sémantique de proche de pour dans un certain contexte. Et ça, c'est la notion de variable linguistique qui va permettre de le faire. Donc, l'idée des variables linguistiques, c'est on a une variable, donc par exemple la taille, et on va s'intéresser à des valeurs que peuvent prendre cette variable, mais qui sont données par des mots. Donc par exemple, une taille petite, grande, etc. Donc ça, c'est purement abstrait, d'accord. Donc c'est un niveau conceptuel, et donc on peut très bien raisonner uniquement à ce niveau-là. Donc par exemple, on peut faire des raisonnements du type un objet petit est plus petit qu'un objet grand, ou de ce genre de choses. Voilà, on n'a pas besoin de savoir ce que ça veut dire petit ou grand. Voilà. On peut déjà faire un certain nombre de raisonnements au niveau purement conceptuel. Après, quand on va vers un exemple concret, on va avoir besoin de dire finalement qu'est-ce que ça veut dire petit, grand, etc. Et ça, évidemment, ça va dépendre du domaine. D'accord. Donc quand je dis que une boîte ici est petite, donc je vais dire une petite boîte, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait quelques centimètres sur quelques centimètres, voilà, dans toutes les dimensions. Et puis une boîte qui est grande, ça va être une boîte qui fait par exemple 2 mètres de long, quelque chose comme ça. Voilà. Si je parle d'une ville qui est petite ou grande, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Si je parle de la distance entre 2 objets dans une pièce ou de la distance entre 2 planètes, voilà, on va avoir des échelles complètement différentes. Et donc, la sémantique, en fait, de chacun de ces termes va être définie par une fonction d'appartenance. Et donc, c'est là où on va faire le lien, en fait, ce fossé sémantique dont j'ai parlé au début, c'est là qu'on va le combler, en fait, en faisant ce lien. Donc, en passant de concept à quelque chose de concret dans le domaine d'application. D'accord. Donc, par exemple, quand on parle de taille, le domaine, ça va être la droite réelle. Et on va avoir des fonctions d'appartenance qui nous disent, par exemple, tant qu'on est en dessous d'une certaine valeur, le degré avec lequel un objet est de taille moyenne vaut 0. Ensuite, ce degré va augmenter, et puis il va rediminuer, et puis redevenir 0. Et puis là, on va avoir des paramètres qui définissent ces fonctions d'appartenance qui vont dépendre du contexte. Donc, c'est en faisant ce passage-là qu'on va résoudre ce problème du fossé sémantique, et qu'on va faire le lien entre des choses abstraites et un domaine concret. Si on repense à l'exemple du concept rouge de tout à l'heure, là, le domaine concret, ça va être un espace de couleur. Et puis, le concept rouge, ça va correspondre à une région dans ce domaine pour une certaine application, à une région différente pour une autre application, par exemple. Voilà. Donc ça, cette notion de variable linguistique, elle va être vraiment précieuse pour les questions qu'on se pose en fait depuis ce matin. Alors, prenons l'exemple encore une fois des distances. Donc, on
on s'intéresse à une distance moyenne. Donc, on va définir par une certaine fonction d'appartenance un ensemble flou, donc sur la droite réelle, et on va dire moyen, c'est ça, c'est à peu près, voilà, c'est un intervalle flou en quelque sorte. Hein. Et maintenant, si on veut passer de là au domaine spatial, on va encore une fois pouvoir faire ça avec notre notion d'éléments structurants et déduire de cet ensemble flou deux éléments structurants, un qui représente la distance en dessous de laquelle on ne peut pas être, d'accord, donc c'est cette partie en fait de la fonction d'appartenance, et puis un autre ensemble flou qui représente la distance maximale à laquelle on peut être. On verra dans un instant comment l'utiliser pour faire de l'exploration en fait de l'espace. Un autre exemple, donc je vous disais par exemple la relation à droite 2, c'est quelque chose qui est intrinsèquement vague. Et là encore, on va pouvoir représenter la sémantique de à droite 2 par une région floue de l'espace, donc ici par rapport à un point de référence qui est ici. Donc on va dire par exemple, les points qui sont là, ils satisfont complètement la relation à droite 2, donc c'est représenté par des niveaux de gris très clairs, et puis ce degré va diminuer quand on s'écarte de la direction horizontale. Et on va, donc pour faire du raisonnement spatial, on va utiliser en fait ces représentations floues, donc qui donnent la sémantique en fait des relations, comme des éléments structurants pour aller explorer l'espace. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la morphologie mathématique. Voilà. Donc, ces relations spatiales, donc voilà, j'ai déjà souligné l'utilité pour construire la scène. C'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de descriptions. Donc, par exemple, on prend un livre d'anatomie ou une ontologie, etc. On va trouver ces notions-là pour décrire des scènes. Donc, voilà, ça va être des éléments pour la reconnaissance et l'interprétation qui vont être importantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est beaucoup plus robuste que des informations de forme ou de taille. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple du cerveau, si par exemple il y a une pathologie à un endroit dans le cerveau, cette pathologie, elle peut compresser d'autres structures, les déplacer, etc. Ce qui fait qu'on va avoir des formes qui ne sont pas du tout les formes attendues par rapport à des cas normaux. En revanche, les relations spatiales, elles vont rester parce que ce n'est pas parce qu'on pousse des structures qu'il y en a une qui va passer de la gauche à la droite, par exemple. Donc, on a une certaine robustesse par rapport à des choses qui s'écarteraient en fait des cas dits normaux. Quoi. Et donc, voilà comment on va utiliser ces idées de sémantique floue et de morphologie mathématique, en l'occurrence ici des dilatations sur ces exemples. Donc, si on reprend la sémantique ici de à droite 2, donc un ensemble flou dans le domaine spatial, on va l'utiliser comme élément structurant et dilater un objet de référence par cet élément structurant. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les dilatations d'ensemble, etc., où on regardait une relation d'intersection, on va remplacer l'intersection par un degré d'intersection entre ensembles flous. Et après, tout est la même chose, on a les mêmes propriétés, etc., donc ça se passe très bien. Et donc, cette dilatation va nous dire finalement, pour chaque point de l'espace, quel est le degré avec lequel ce point est à droite de l'objet de référence, qui est ici le carré rouge. Alors maintenant, on peut répondre à des questions. Donc, par exemple, on a cet objet de référence et puis on sait, dans notre base de connaissances, qu'on a un autre objet B qui est à droite du carré. Et donc, on se dit, comment on va faire pour chercher B? On n'a pas forcément envie d'explorer tout le domaine spatial, qui peut être toute l'image, qui peut être très, très, très grande. Et on va essayer de se focaliser dans les régions qui satisfont les relations qu'on connaît entre B, auxquelles on s'attend entre B et l'objet de référence. Donc, au lieu de chercher B partout, on va le chercher uniquement ici dans les régions où la relation est satisfaite. Alors, évidemment, satisfaite avec un certain degré. Et donc, on peut exploiter cette idée pour naviguer finalement dans l'image, explorer l'image petit à petit, en cherchant à chaque fois des régions qui satisfont des relations
qui sont décrites dans notre base de connaissances par rapport à des objets qu'on a déjà reconnus, par exemple. Et en général, on va combiner plusieurs de ces relations. Donc, si par exemple, à cette relation de direction, on associe une relation de distance, eh bien, on va limiter. On dit par exemple, bah, on cherche uniquement là-dedans, pas par là, par exemple. Donc, on va petit à petit restreindre en fait l'espace. C'est comme un processus de focalisation d'attention. Donc, par exemple, si on veut indiquer un objet lointain à quelqu'un, on dit regarde ça, on va petit à petit lui dire bah, regarde dans telle direction, regarde à une centaine de mètres de là où on est, regarde à côté de l'immeuble qu'on voit là. Et donc, petit à petit, on va focaliser l'attention pour attirer l'attention de la personne à laquelle on parle sur l'objet qu'on est en train de lui décrire. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on va faire, ce qu'on va faire ici. Alors, si je reprends l'exemple de la distance de tout à l'heure, donc on avait cette connaissance de distance moyenne, donc qui est représentée ici par cet ensemble flou. On en a déduit deux éléments structurants. Un qui nous décrit la distance en dessous de laquelle on ne peut pas être et l'autre qui nous décrit la distance en dessous de laquelle on est forcément. Et maintenant, on va utiliser ça, même chose, pour explorer l'espace et chercher un objet dans l'image qui est à cette distance moyenne de l'objet de référence ici qui est en rouge. Donc ça vient d'une image, c'est un bâtiment qui avait été extrait d'une image aérienne, peu importe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, encore une fois, dilater cet objet avec nos deux éléments structurants. Donc, on obtient deux régions floues de l'espace donc où encore une fois le niveau de gris représente le degré de satisfaction de la relation. Et maintenant, on sait qu'on doit être forcément dans cette région-là et pas dans cette région-là. Donc, on va prendre simplement la différence ensembliste entre les deux, la différence ensembliste floue, évidemment, on a des ensembles flous, et on va avoir notre région ici qui nous indique quelle est la région à distance moyenne de l'objet de référence. Et maintenant, si on cherche un objet à distance moyenne de l'objet rouge, on sait que c'est inutile d'aller voir partout, mais on va chercher uniquement dans cette région. Et le fait d'avoir quelque chose de graduel, d'une part, ça permet de représenter des connaissances imprécises. Ça évite d'avoir à mettre des seuils, de dire, par exemple, on est entre telle et telle distance, et puis donc, dès qu'on se déplace d'un point à côté, on n'est plus, et voilà. Donc, on a des degrés d'appartenance qui sont plus lisses, donc ça rend les choses beaucoup plus robustes à la définition des paramètres, donc par rapport à fixer des seuils. Et quand on va commencer à combiner différents types d'informations, là aussi, on a chaque relation va jouer un rôle partiel, en fait, et le fait de les définir de manière floue, ça évite, voilà, encore une fois, des problèmes d'instabilité à cause de seuil, des choses comme ça. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et on s'aperçoit que la définition précise en fait des paramètres n'est pas si importante que ça. Il suffit d'avoir quelque chose d'assez grossier et ça suffit. Donc, on a beaucoup de robustesse grâce à ça. Un autre exemple ici pour une relation ternaire, donc la relation entre. Donc, on se demande quelle est la relation entre deux objets. Et donc, là aussi, on peut définir ça à partir de dilatation. Donc, par exemple, donc là, c'est des poumons qui sont extraits d'images scanner qui sont là. On va dilater un objet dans la direction de l'autre, donc par là, dilater celui-là dans la direction de l'autre et prendre l'intersection entre les deux. Et donc là, encore une fois, ça nous définit une région entre approximative qui peut déborder un peu de l'enveloppe convexe de la réunion des deux objets, donc ce qui est pas mal, parce que ça évite là aussi d'avoir des choses trop strictes. Et ce modèle de relation entre a été utilisé, par exemple, pour détecter le cœur ici, dans des images scanner sans produit de contraste, donc où on a du mal à différencier, par exemple, le cœur de l'aorte, par exemple, qui est là, ou même ici du foie, où on a vraiment des niveaux de gris similaires. Et donc là, l'idée, c'était de dire, les poumons, on arrive à les détecter facilement parce que on voit bien, c'est des gros paquets noirs dans l'image, donc même sans faire de traitement d'image, on imagine bien que ça va être assez facile à détecter. Et donc, on utilise ça comme référence en disant, maintenant, on cherche la région du cœur entre les poumons. Alors, il n'y a pas que cette relation qui est utilisée. On utilise aussi le fait qu'il est un peu plus à gauche qu'à droite, des choses comme ça, mais voilà. Et donc, on combine ces relations-là et on arrive à détecter le cœur. Donc là, on voit, encore une fois, c'est en 3D
Et là, on voit une coupe coronale et puis ici une coupe axiale, donc dans ce sens-là du résultat. Et là encore, inversement, on va être capable de dire que la région qu'on a trouvée, c'est le cœur parce que on l'a trouvé entre les poumons et plutôt à gauche, etc. Donc, encore une fois, ce lien entre le modèle, donc les connaissances, et ce qu'on arrive à interpréter dans l'image, ce lien peut aller dans les deux sens et c'est un élément d'explicabilité en fait des résultats. Et on peut savoir aussi avec quel degré les relations sont satisfaites, quelles sont celles qui ont été le plus impliquées finalement dans le résultat, etc. Donc on peut permettre aussi, on peut expliquer aussi finalement les éléments clés du raisonnement qui a été fait pour arriver à ce résultat. Voilà, c'est encore un exemple. Alors, donc là, j'ai beaucoup parlé de représentation de connaissances, hein, mais maintenant, il faut passer à l'aspect raisonnement. Donc là, je vous ai dit, on explore l'image, etc. Mais voilà, comment on fait ça, quoi. Donc, au niveau des représentations, donc on a, donc, comme j'ai dit, le niveau ontologique. Et puis ensuite, on va rendre ça concret donc avec des représentations floues des connaissances, donc qui permettent de combler le fossé sémantique, donc en particulier avec la notion de variable linguistique. Et on peut représenter nos connaissances, donc qui peuvent venir de livres ou de choses comme ça, de manière plus computationnelle, par exemple, comme un graphe, comme un réseau de contraintes, comme une ontologie, etc. Donc voilà, donc avoir le pendant informatique en fait de ces choses. Et ensuite, donc on a nos connaissances donc qui sont donc représentées sous une forme structurée avec des modèles flous, des relations spatiales, etc. Et puis de l'autre côté, nos images et comment on fait. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Hein. Donc soit on essaye d'extraire de l'image une représentation similaire, donc par exemple un graphe à ce qu'on a dans le modèle, et on essaye de les associer. Soit on va essayer d'utiliser le graphe comme support de raisonnement donc pour progresser dans le graphe et reconnaître des structures les unes après les autres, donc de manière séquentielle. Soit on va voir le graphe comme un réseau de contraintes et utiliser des méthodes de type satisfaction de contraintes. Soit les raisonnements par abduction dont j'ai montré tout à l'heure. On peut aussi se placer dans le cadre d'un tri de concept, etc. Donc voilà. Donc tous les outils qui existent dans tous ces domaines-là, on va pouvoir les instancier ici sur notre problème de raisonnement spatial. Alors un petit schéma, bon, un petit peu ancien, mais qui résume quand même pas mal de choses. Donc l'idée c'est laquelle? Donc on a nos connaissances qui peuvent venir de différentes sources, hein, des livres d'anatomie, des discussions. Donc ça, c'est l'exemple pour le cerveau hein, que j'ai montré tout à l'heure, des livres d'anatomie, des discussions avec des experts, des ontologies, etc. Et à partir de là, on va construire donc notre modèle computationnel, donc qui va être un graphe, par exemple, donc où chaque nœud du graphe va représenter une structure anatomique, et on va avoir des relations en fait sur les arcs, voilà, qui correspondent aux relations spatiales, par exemple, ou de contraste ou autres qu'on a dans notre base de connaissances. Alors, les représentations floues des relations spatiales, elles dépendent d'un certain nombre de paramètres. D'accord. Et comme j'ai dit, ces paramètres, ils dépendent du contexte. Et en fait, ces paramètres, on peut les apprendre même assez grossièrement à partir d'une base d'images annotées. Donc, par exemple, si on s'intéresse à ce que veut dire la distance moyenne, qu'on sait devoir être satisfaite entre deux structures, par exemple, eh bien, il suffit d'aller calculer les distances entre ces deux structures segmentées dans une base d'images d'apprentissage, et puis d'en déduire les paramètres de cet ensemble flou. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de se casser trop la tête de mettre en œuvre des méthodes d'apprentissage très sophistiquées. On peut calculer par exemple la moyenne des distances qu'on trouve et puis la distribution des distances qu'on se trouve et en déduire la fonction d'appartenance à partir de ça de manière vraiment très, très, très simple. Et ensuite, on a une image voilà, qu'on veut interpréter. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'extraire des régions de cette image
construire le graphe avec les mêmes types d'informations sur les arcs, etc. et faire de la mise en correspondance de graphes. Alors, par rapport à la question de tout à l'heure, c'est assez difficile parce que il n'y a pas vraiment de méthode simple pour détecter des objets qui ont une signification sémantique directement dans l'image. C'est assez compliqué, ça. Ce qu'on sait faire, c'est une segmentation en régions homogènes, mais ça veut dire qu'on va en général avoir beaucoup plus de régions ici que dans le modèle. Et donc, ça veut dire qu'on sort complètement du cadre d'isomorphisme de graphes. On va devoir chercher simplement des morphismes de graphes, où une région du modèle va être associée à plusieurs régions de l'image. Dans les cas pathologiques, on va avoir des régions de l'image qui vont être associées à rien du tout parce qu'on n'a pas forcément la pathologie représentée dans le modèle. Voilà, donc on sort du cadre bien balisé de la mise en correspondance de graphes. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir en plus définir une fonction objective, parce que des morphismes entre deux graphes, il y en a beaucoup. Hein. Donc, définir une fonction objective qui va comparer les propriétés des régions, des objets et des relations spatiales, et qu'on va essayer d'optimiser. C'est pas très facile parce que la raison principale, c'est que c'est pas très facile de définir une fonction objective dont l'optimum est effectivement la solution qu'on cherche. Voilà, ça, c'est pas un problème si simple. Et voilà, donc c'est des choses qu'on avait un peu essayées, mais bon, ça marche pas si bien que ça. Et des méthodes qui marchent beaucoup mieux, en fait, c'est d'utiliser le graphe vraiment comme guide pour explorer l'image. Donc, soit de manière séquentielle, donc par exemple, on va partir des ventricules latéraux, ici les structures noires, et puis qui ne sont pas trop difficiles à segmenter dans l'image. Et puis ensuite, dire, on va aller chercher une autre structure, donc par exemple les noyaux codés, en sachant qu'on a un certain nombre de relations par rapport à la structure qu'on a déjà segmentée ici. Et puis on va progresser comme ça. Une autre approche, c'est de considérer ça comme un réseau de contraintes et essayer de trouver un modèle finalement de ce réseau de contraintes comme un ensemble de régions concrètes dans l'image qui vérifie ces contraintes. Et donc là, on utilise des méthodes de type CSP pour faire ça. Voilà quelques exemples de résultats, puis je vous dirai après comment ils ont été obtenus. Donc, on voit ici quelques exemples. Alors, c'est montré en 2D, donc à part là où on a une petite vue en 3D de quelques structures. Mais tout ça, c'est en 3D. Hein. Donc, un exemple, c'est la reconnaissance de structures dans des images IRM du cerveau et dans des situations assez différentes où on a des zones pathologiques ici, par exemple, qui vont déformer beaucoup certaines structures. Ici, une zone pathologique qui déforme moins les structures. Ici, une pathologie qui est très périphérique, donc qui n'a pas beaucoup d'influence, donc à part un petit peu ici, sur les structures internes normales. Puis un autre exemple, ici, on a des fortes déformations. Donc, si on compare les structures, par exemple, dans les deux hémisphères, on voit bien que tout ce qui est modèle de forme, ça va pas marcher, quoi, parce qu'il y a on est trop loin, en fait, du modèle un peu standard de ces formes-là. Voilà, donc ça, c'est juste quelques exemples qui montrent quelques résultats. Donc, dans tous ces exemples-là, en fait, on fait la segmentation et la reconnaissance en même temps. Donc, il n'y a pas une première étape de segmentation, puis une identification des structures, ça se fait en même temps. Alors, comment ça a été obtenu, tout ça? Il y a donc, cette méthode séquentielle qui est illustrée ici. Donc, on a notre représentation par graphe, donc qui est notre modèle, hein, donc nos connaissances initiales. Et puis, à chaque étape, donc imaginons qu'on ait déjà segmenté et reconnu une structure, on va se demander quelle est la structure suivante à segmenter. D'accord? Donc là, par exemple, si on se place ici, on a deux structures et on se dit, est-ce qu'on va segmenter la structure 3 ou la structure 4? Donc, on va essayer de définir quelles sont les régions d'intérêt dans l'image pour la structure 3 à partir des relations aux structures déjà segmentées. La même chose pour la structure 4. Donc ça nous donne une localisation très approximative. Hein, donc, ça nous donne une région de recherche possible. Et on va essayer de choisir entre les deux celle qui est la plus focalisée, donc où la recherche va être plus facile finalement, donc la plus restreinte. Et on peut combiner ça aussi avec
des informations de science qui viennent de l'image, qui nous dit en gros quels sont les endroits plus faciles à segmenter, mais bon, peu importe ça. Et donc ça va nous dire finalement quelle est la structure qu'on choisit. Donc par exemple, on va choisir la structure 4 parce qu'on a trouvé que vraisemblablement c'était la plus facile à segmenter. Ensuite, dans cette région-là, on va faire de la segmentation et la reconnaissance en même temps, puisqu'on sait que c'est la structure 4 qu'on est en train de chercher. Donc, on a vraiment les deux en même temps. Voilà. Alors, et puis ensuite, on continue comme ça. On va chercher une structure, la structure suivante. L'idée de cette approche, c'est de dire qu'on commence par des structures assez faciles à segmenter et on va petit à petit vers des structures de plus en plus difficiles où quand on arrive en bout de chaîne, finalement, la reconnaissance de cette structure va être tellement contrainte par tout ce qu'on aura détecté autour que ça va redevenir facile. Alors que si on le cherchait d'emblée dans toute l'image, on aurait du mal. Donc c'est un petit peu ça l'idée derrière ces méthodes. Alors avec un défaut qui est le défaut classique de toutes les approches séquentielles, c'est que si à un moment ça ne marche pas, derrière, c'est un peu foutu, quoi. Donc, et donc, il y a un contrôle, en fait, qui permet de vérifier un peu la pertinence de ce qu'on a détecté. Et donc, qui permet d'évaluer le résultat. Donc, l'idée, c'est simplement de revenir en arrière. Donc, par exemple, quand on a la structure 4, on se dit, si on était parti de cette structure-là, quelles seraient les localisations des structures 1 et 2 et de vérifier que les régions qu'on a segmentées pour 1 et 2, elles sont bien dans ces régions-là. Donc ça, c'est vraiment un test minimum. Et alors, il n'y a pas de... Ça pourrait boucler cette affaire. Parce qu'en fait, si on échoue, on va chercher... si on trouve que ce n'est pas bon, on va chercher une autre structure. Et puis, on laisse tomber la structure 4. On y reviendra plus tard quand on aura accumulé plus d'informations. Mais on pourrait imaginer que ça boucle. En pratique, ça ne boucle pas, mais on n'a pas de preuve formelle que ça ne boucle pas. Mais en pratique, ça ne boucle pas. Et finalement, ces retours en arrière, ils arrivent assez peu fréquemment, mais ils permettent quand même de corriger des cas d'erreur qu'on ne saurait pas corriger sinon. Voilà. Et alors, le résultat de ça va être un graphe qui est spécialisé, en fait, pour l'individu dont on est en train d'interpréter les images. Donc, on peut avoir des descriptions un petit peu plus précises, en fait, des propriétés des objets qu'on a trouvés, de leurs relations, etc. Voilà. Alors, l'autre approche que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est une approche par satisfaction de contraintes. Donc là, on considère que le graphe, c'est un réseau de contraintes et on va essayer de satisfaire ces contraintes. Donc, alors, le domaine des variables, c'est tous les ensembles possibles et même tous les ensembles flous. Donc, c'est un espace qui est gigantesque. Et donc, on le décrit de manière simplifiée comme un intervalle entre une région minorante et une région majorante. Donc, une région minimale, en fait, pour la structure et puis la région englobante de la structure. Et au départ, on va partir d'un intervalle où on a une image vide comme valeur inférieure de l'intervalle et tout le domaine comme région supérieure de l'intervalle. Et tout l'algorithme va consister à essayer de rapprocher ces bornes, en fait, donc de diminuer la région supérieure et puis d'augmenter la région inférieure en propageant les contraintes donc dans ce réseau de contraintes. Et ça se fait de manière itérative en appliquant toutes les contraintes voilà, en boucle. Et chaque relation entre deux objets peut être réutilisée plusieurs fois dans l'algorithme parce qu'il suffit qu'un des objets de part et d'autre de la relation est changé pour que ça permette de remettre à jour finalement les objets qui lui sont liés dans le graphe. Voilà. Et donc petit à petit, on arrive à des régions qui sont de plus en plus proches de la structure qu'on veut segmenter. Donc ça, c'est à la fin de l'algorithme. Donc par exemple, pour cet objet-là, on va avoir une région inférieure qui est celle-ci et une région supérieure qui est celle-ci. Et donc ensuite, on va chercher à segmenter cette structure de sorte qu'elle soit à l'intérieur de cette région-là et qu'elle contienne cette région-là. Et donc si ces deux régions sont devenues très proches, on voit bien que le problème il va devenir beaucoup, beaucoup plus simple. Et en fait, n'importe quelle méthode de segmentation va bien marcher. Voilà, donc ça, c'est vraiment une autre approche où on réduit petit à petit les domaines possibles pour chaque
pour chaque objet, mais un peu, enfin tous ensemble, quoi, pas les uns après les autres. Donc on ne va pas jusqu'au bout pour un objet avant de passer à un autre. Donc la formulation du problème, c'est la suivante. Donc on a notre réseau de contraintes, donc avec un certain nombre de variables, des domaines associés, et puis les contraintes qui vont être les relations en fait entre les variables. Et en fait, chaque contrainte va être traduite sous forme de ce qu'on appelle un propagateur, qui va permettre finalement de réduire les domaines pour la variable, de sorte à ce que la contrainte soit satisfaite. Donc ici, la relation spatiale soit satisfaite. Et alors là, pour le coup, on a des preuves de convergence parce qu'on peut montrer que si les propagateurs ont des bonnes propriétés, eh bien, on peut les appliquer dans n'importe quel ordre. Et c'est le cas, en fait, ici, pour ceux qu'on va utiliser. Je ne sais pas si j'ai le temps de détailler, oui, un petit peu quand même. Donc là, dans notre problème, par exemple, de reconnaissance de structure du cerveau, les variables, ça va être les domaines, les structures anatomiques. Les domaines, donc a priori, c'est tous les sous-ensembles flous de l'espace, donc c'est énorme, donc on les représente juste par 2 bornes, comme je vous ai dit, donc c'est des intervalles d'ensemble. Et on a des contraintes. Alors par exemple, si notre base de connaissances nous dit qu'un objet doit être inclus dans un autre, comment on va propager cette contrainte? Eh bien, si c'est par exemple A qui doit être inclus dans B, donc on a notre problème qui est formulé comme ça, donc on a nos 2 variables A et B, les domaines à une étape donnée dans les itérations pour A et pour B, et notre contrainte qui nous dit que A doit être inclus dans B. Et donc, on va transformer ça en disant que pour ces 2 régions A et B, les domaines sont diminués. Donc, on va prendre la conjonction ici des bornes supérieures, la disjonction des bornes inférieures, donc ce qui permet de réduire les domaines, de sorte à vérifier la relation d'inclusion. Et on garde toujours cette contrainte que A doit être inclus dans B, parce que A et B peuvent être impliqués dans d'autres relations, donc leurs domaines vont être à nouveau modifiés, et donc on va pouvoir réappliquer cette contrainte d'inclusion. Donc on garde toujours la contrainte ici, une fois que les domaines ont été modifiés. Donc c'est cette idée de propagation. Un autre exemple ici pour les relations directionnelles. Donc par exemple, si on sait que un objet A doit être dans une certaine direction, donc représenté par un élément structurant flou, comme on a vu tout à l'heure, nu ici. On va simplement dilater ici la borne supérieure de A et prendre la conjonction avec la borne supérieure de B. Donc ça exprime exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, où on calcule la région qui satisfait une certaine relation par rapport à A, et on sait que B doit être dans cette région-là. Donc on va prendre l'intersection de tout le domaine possible pour B, enfin sa borne supérieure en l'occurrence, avec la région qui satisfait la relation. Et puis on garde toujours la relation. Voilà, donc dans les autres contraintes qui sont utilisées, ça peut être des contraintes de distance, une contrainte du fait qu'on cherche une partition de l'image, donc pas de recouvrement entre les objets, des contraintes d'adjacence, de contraste en niveau de gris entre les régions, etc. Voilà. Alors, l'ordre des propagateurs de l'application des contraintes n'a pas d'importance sur les résultats de convergence, mais ça va en avoir sur la vitesse de convergence. Et du coup, on va privilégier les propagateurs qui réduisent le plus possible les domaines. En tout cas, au moins au début, quoi, parce on part de tout l'espace pour la borne supérieure et de rien du tout pour la borne inférieure. Et donc, on a envie très vite d'élaguer un peu des régions qui ne nous intéressent pas. Et donc, on va vraiment choisir les propagateurs qui permettent de faire ça, donc qui réduisent le plus possible. Et donc, le fait que l'ordre n'a pas d'importance, du coup, c'est bien pour ça. Donc, voilà comment les résultats que je vous ai montrés juste avant ont été obtenus. Si on revient à notre problème d'interprétation, on peut vouloir aller un peu plus loin. Donc, au-delà de dire on a reconnu un certain nombre d'objets et les relations, on peut vouloir essayer d'avoir une description un peu plus de plus haut niveau de l'ensemble de la scène à partir de la reconnaissance de ces structures individuelles. Et une idée, donc, c'est de revenir à ce raisonnement abductif dont j'ai parlé tout à l'heure, et de dire que finalement, notre problème d'interprétation d'image, c'est un problème d'abduction, dans le sens où on a une base de connaissances, une observation qui est l'image et nos résultats de segmentation et de reconnaissance de structures individuelles. Et à partir de là, on va chercher quelle est la meilleure explication de cette observation
par rapport à notre base de connaissances. Voilà. Et donc, on va retrouver les questions que j'ai données en introduction, à qui est dédiée l'explication, dans quel langage on la veut, etc. Donc là, on va essayer de produire une interprétation qui est dans le langage qui a été codé dans la base de connaissances. Donc, en gros, le langage de l'expert formalisé dans une certaine logique, par exemple. Et ce que je vais illustrer ici. Donc là, c'est un exemple où les connaissances ont été formalisées à partir d'une ontologie en logique de description. Donc, on va retrouver un certain nombre de concepts qui décrivent, je ne vais pas passer toutes les lignes en revue, hein, rassurez-vous, qui décrivent des objets anatomiques, des relations de hiérarchie entre ces objets, mais aussi des relations qui donnent la localisation relative par rapport à un autre objet. Et donc, on va retrouver nos relations spatiales. Donc, par exemple, ici, proche de, donc par exemple, une tumeur subcorticale, on s'attend à ce qu'elle soit proche des noyaux gris. Donc, on retrouve ici nos relations spatiales. Et encore une fois, là, on les a de manière complètement abstraite et conceptuelle, mais on sait ce que ça veut dire dans l'image grâce à ce passage de concept à zone de l'image, donc avec cette idée de variable linguistique. Donc là encore, on maintient toujours cette correspondance entre le niveau conceptuel et le niveau de l'image. Voilà, bon, ça c'est juste la suite. Alors tout ça, ça peut être représenté sous forme de graphes. Bon, ici c'est des tris de concept, mais bon, peu importe en fait finalement. Et donc ça donne vite des choses assez compliquées. Et ce qu'on veut faire, c'est essayer de naviguer là-dedans pour essayer de trouver en fait un chemin d'interprétation. Alors, ça, c'est les connaissances. Maintenant, on a une image. Et donc, une image, donc ça va être notre observation, où on a l'image plus des résultats de segmentation individuelle obtenus avec les approches précédentes, par exemple. Et donc, on va avoir des régions de l'image qui vont être identifiées comme une tumeur, des propriétés de ces régions, des relations entre ces régions qu'on peut calculer. Voilà. Alors, la manière dont on fait le raisonnement, ici, on va faire de l'abduction de concepts. Donc, on va tout transformer en concepts et décrire en fait nos observations à partir d'une notion qui s'appelle le concept le plus spécifique, qui va juste consister à prendre la conjonction en fait des concepts correspondant à toutes ces observations. Et donc ensuite, on va essayer donc de trouver une explication, d'accord, donc de trouver gamma qui permet d'inférer nos observations étant donné la base de connaissances. Et en fait, on va à nouveau utiliser cette idée d'érosion, mais cette fois dans notre treillis de concepts, pour trouver les explications possibles. Et parmi celles-là, on va chercher des explications minimales. Et un des intérêts de cette processus par érosion, c'est que au fur et à mesure où on érode, on a plein d'explications possibles. Et plus on continue l'érosion, plus ça devient minimal. Et donc, on a directement dans la procédure d'érosion successive un critère de minimalité qui est implicite, en fait. Voilà, donc on n'a pas deux étapes où on définit d'abord toutes les explications, puis ensuite on va appliquer des critères de minimalité. Voilà. Et donc là, par exemple, sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, on va trouver qu'une explication possible, c'est qu'on a un cerveau avec une tumeur qui est assez périphérique et qui donc déforme peu les structures. Et donc là, on voit que l'interprétation qu'on donne de l'image va bien au-delà de la simple description. On a reconnu la tumeur, on a reconnu telle structure, etc. Donc on a vraiment une explication de plus haut niveau, une interprétation globale de toute la scène. Voilà. Alors, bon, il y a plein d'applications de tout ça. Voilà, ça, c'est le chemin, en fait, dans le treillis de concepts. Mais bon, voilà, je n'ai pas trop le temps de détailler ça. Alors, d'autres exemples où on utilise ces idées
d'exploration de l'espace avec des relations spatiales. Donc ici, c'est un exemple un peu plus compliqué où on s'intéresse à des faisceaux de fibres dans la matière blanche du cerveau. Alors pour ça, on a des sources de données qui ne sont pas juste une image, mais qui sont une image comme celle qu'on a vue jusque-là, donc qui donne des informations anatomiques sur les différentes structures, et puis des images aussi acquises en IRM, qui sont des images qu'on appelle de diffusion, et qui vont représenter la manière dont l'eau diffuse le long des fibres. Et à partir de ces images, on peut, par des algorithmes qu'on appelle de tractographie, extraire ces fibres. Voilà. Mais ça donne un énorme chignon. Ça donne des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà les fibres qu'on est capable de détecter dans ce cerveau. Et donc maintenant, si on s'intéresse à un faisceau de fibres particulier, il faut démêler le chignon, en quelque sorte. Et donc, on va utiliser à nouveau ces relations spatiales. Et là, on regarde, voilà, c'est un gros sujet, hein, les fibres du cerveau, parce que ça relie des régions du cerveau qui sont susceptibles, du coup, d'interagir très rapidement et donc d'être impliquées dans les mêmes processus cognitifs, moteurs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette organisation du cerveau. Et jusqu'à la fin du XXe siècle, on ne savait pas faire autrement que sur des données post-mortem, en fait. Donc, des données de dissection, etc. Alors, il y avait ça, et puis les données des chirurgiens, en fait, qui ouvraient le... Voilà, c'est pas post-mortem, mais il faut ouvrir le bonhomme, quoi. Donc l'imagerie, ça apporte plein d'informations pour ça. Et donc, il y a plein d'articles en fait, d'anatomistes qui décrivent en fait, ces faisceaux de fibres. Et là encore, on s'aperçoit qu'ils les décrivent par rapport aux structures anatomiques. Et donc, ils vont dire que, par exemple, le faisceau aciné qui est là, il passe en avant de l'amygdale, il suit tel et tel trajet, etc. Et donc, du coup, on va essayer encore une fois d'imiter en fait, ce raisonnement pour, à partir des informations qu'on peut tirer des informations des images anatomiques, aller chercher les zones dans l'espace où peut être ce sillon. Donc là, par exemple, on a la région de l'espace qui définit en avant de l'amygdale, ici. Et bien sûr, on va encore combiner avec d'autres, pour là-dedans sélectionner les fibres qui vérifient l'ensemble des relations. Voilà. Et donc là, on a par exemple ce faisceau aciné. Voilà. C'est un faisceau qui est censé être responsable de la manière dont on mémorise les noms propres en particulier. Voilà. Donc je pense que chez moi, il est un peu atrophié, ce faisceau. Voilà. Ou un autre ici, voilà, qui relie d'autres régions du cerveau. Et alors ça, c'est vraiment très utile parce que c'est des choses que les chirurgiens vont utiliser, par exemple, dans une opération, savoir où sont ces faisceaux, quel est leur rôle en fait dans le fonctionnement du cerveau, etc. Ça va être très important pour faire la planification de la chirurgie. Par exemple, si un chirurgien doit enlever une tumeur, il va évidemment éviter de couper des fibres importantes ou des choses comme ça. Et donc, connaître la position de ces faisceaux donc, par rapport à la tumeur, donc là, il n'y a pas de tumeur dans cet exemple, mais ça va être vraiment important. Et donc, il y a vraiment des applications tout à fait cliniques pour la chirurgie, et puis des applications aussi en recherche pour comprendre comment différentes régions du cerveau sont connectées. Voilà, un autre exemple où la même méthode a été utilisée pour les faisceaux de nerfs dans le pelvis. Donc là aussi, je vous ai mis des descriptions qu'on peut trouver de différents faisceaux de fibres nerveuses. Et donc là, même chose, on a d'un côté des images anatomiques. Donc là, c'est la région du pelvis. Donc on a été capable de reconnaître un certain nombre de structures anatomiques. Et puis des régions, des images d'IRM de diffusion avec des résultats de tractographie dans lesquels on va suivre le trajet des nerfs à partir de ces relations spatiales. Donc c'est encore un mode de raisonnement spatial où petit à petit on explore un espace extrêmement complexe qui est ce faisceau de plein de fibres en fouillant l'espace en fait à partir de connaissances qui sont données. Voilà. Et là aussi, il y a des applications pour la chirurgie. C'est des choses qui ont été faites d'ailleurs avec des chirurgiens de l'hôpital Necker.
Donc, un autre exemple qui est tiré de la thèse de Régis Pierrard, qui est, où là, c'est un peu la même idée, donc de guider l'interprétation de l'image à partir de relations spatiales. Mais là, la différence, c'est que les relations intéressantes ont été apprises à partir d'une base d'images. Et en fait, ce qui a été utilisé, c'est des méthodes d'apprentissage symbolique où on va chercher des motifs fréquents en fait parmi ces relations spatiales. Et puis ensuite, l'interprétation est donnée aussi avec des méthodes de type CSP et une explication en disant, bah, par exemple, cet organe-là, en rouge, c'est le foie parce que il satisfait telle et telle relation par rapport à d'autres objets dans l'image. Voilà. Donc c'est un autre exemple qui combine là encore une fois différents pans en fait de l'intelligence artificielle. Donc vraiment un exemple typique d'IA hybride avec la recherche d'explications à la fin. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler la méthode et c'est midi ou midi non. Ouais, non, j'ai encore un peu de temps, voilà, pour vous montrer la dernière partie qui est l'IA hybride au sens où on l'entend beaucoup maintenant, c'est combiner des réseaux de neurones avec autre chose, voilà. Et donc on peut le faire aussi, voilà. Mais je vous ai montré plein d'autres exemples avant pour montrer qu'il n'y avait pas que ça dans l'IA hybride. Voilà, c'est plein de domaines de l'IA qu'on peut combiner, mais quand même, on peut aussi combiner des modes de représentation des connaissances avec des réseaux de neurones. Et donc l'idée. Ah, pardon, oui. Une question de Romain Zudarme, en fait, qui demande quel est votre retour d'expérience sur l'adoption de ces outils par des médecins et chirurgiens. Alors, c'est comme souvent, hein, passer de prototypes développés dans un labo de recherche à l'hôpital, c'est quand même compliqué. Mais il y a quand même des choses qui ont été transférées. Là, par exemple, les projets avec l'hôpital Necker, il commence à utiliser les outils. Et en fait, ça marche pourquoi? Parce qu'ils ont un ingénieur de recherche sur place qui rend les choses utilisables par les médecins. Et ça, c'est vraiment clé pour que ça marche. Après, si on veut que ça soit déployé à une plus grande échelle, vraisemblablement, il faut passer par des industriels qui vont tout blinder, faire en sorte que ce soit utilisable, le diffuser, etc. Mais en fait, ils aiment bien. Alors, sur les questions d'interprétation, etc., c'est un sujet qui est vraiment important pour les médecins parce qu'ils ont besoin de savoir d'où vient le résultat. Et c'est un exemple que j'ai, je ne sais plus si je l'ai dans la suite, mais je ne crois pas, qu'on avait fait avec des radiopédiatres de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où ils s'intéressaient en fait sur des prématurés à mesurer l'épaisseur du corps calleux, donc qui est une structure qui relie les deux hémisphères en fait du cerveau et qui peut être atrophiée un peu chez les prématurés, et voir comment ça évoluait au cours du temps, pour essayer, en fait, dès la naissance ou dès l'équivalent à terme, en fait, d'essayer de prédire quels pouvaient être éventuellement les déficits cognitifs à partir de 2 ans. D'accord. Et donc, ce qui les intéressait, c'était l'épaisseur. Et donc, ils étaient très contents de voir une courbe qui montrait le long du corps calleux, quelle était l'épaisseur du corps calleux et comment ça évoluait au bout de 6 mois ou des choses comme ça. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ça ne leur suffisait pas parce qu'ils avaient envie de savoir d'où venaient ces mesures. Et donc, on pourrait très bien faire un réseau de neurones qui donne directement un score d'épaisseur, mais ça ne les contente pas. Et donc, ils ont besoin. Alors, pour eux, l'explication, c'est d'où ça vient. Donc, finalement, le résultat de segmentation du corps calleux. Donc, il faut passer absolument par cette étape intermédiaire, leur montrer finalement quelle est la région qui est mesurée et ensuite les mesures. Et là, ils ont beaucoup plus confiance parce qu'ils savent d'où viennent les mesures, ils sont capables de l'interpréter, d'accord, parce qu'il y a un retour à l'image, etc. Et donc, ça fait référence aussi à ces différents niveaux d'explication qu'on voulait. Et dans ce cas-là, ils adoptent bien, en fait. Voilà. Pour revenir sur la question d'adoption. Une deuxième question qui était relative, en fait, au passage à l'échelle de... Lorsque la tête de la base de connaissances, en fait, augmente, lorsqu'il y a une variété parce que les images sont dans des domaines très variés.
Oui, alors, alors, dans un domaine donné, ça ne pose pas particulièrement de problème. Si on traite par exemple des images IRM du cerveau anatomique, etc., ça ne pose pas particulièrement de problème. En revanche, quand on passe à des images soit acquises avec une autre modalité, soit dans un autre domaine, ben, il faut complètement retravailler la base de connaissances en fait. Ensuite, derrière, les méthodes de modélisation, donc à part l'ajustement des paramètres, mais de modélisation, de raisonnement, etc., elles ne dépendent pas trop du domaine. Mais la constitution de la base de connaissances et l'apprentissage de la signification des concepts dans ce domaine-là, bah, il va falloir le refaire pour chaque application. Ok, donc bah, j'arrive à ma dernière partie et voilà, je pense que je suis à peu près à l'heure. Donc voilà. Donc, alors comment on peut combiner en fait ces deux types d'approches? Alors là encore, ça peut aller un peu dans tous les sens en fait. On peut imaginer utiliser des réseaux de neurones pour apprendre des paramètres de tout ce que j'ai montré avant. On peut inversement essayer d'introduire des connaissances, voilà, telles qu'on les a modélisées jusque-là, dans des réseaux de neurones. Alors quand je dis dans des réseaux de neurones, ça peut être à différents endroits. Hein. Ça peut être en pré-traitement, en post-traitement, au milieu, dans l'architecture, dans la fonction de coût qu'on optimise, etc. Et donc avec des enjeux pour l'explicabilité, je vous montrerai des exemples dessus. Alors là, je vais surtout vous montrer des exemples. C'est la fin de la matinée, puis voilà, donc il n'y aura plus d'équations, je crois, dans ce qui suit. Voilà. Alors, un premier exemple où justement on veut traiter le cas où on n'a pas forcément toutes les modalités disponibles à un moment. Donc, c'est encore l'IRM du cerveau et on peut faire plein de choses quand on a des IRM qui ont été acquises avec des protocoles d'acquisition différents qui vont mettre en évidence différentes propriétés des tissus, des organes, etc. Mais en pratique clinique, on n'a pas forcément tout ça. Et du coup, l'idée, c'était d'utiliser un petit peu ce que fait un expert, où il sait que là, il n'a qu'une partie de l'information, mais il a toute sa connaissance qui dit à quoi devraient ressembler en fait les modalités qui me manquent, et d'utiliser un modèle de type apprentissage, prof-étudiant, avec un réseau qui va faire de l'apprentissage à partir de plusieurs données disponibles. Donc, c'est comme le prof qui a toute la connaissance. On peut imaginer que ça existe. Bon, je sais pas. Ça n'existe pas. Mais... Et, et voilà, donc il va mouliner sur plein d'exemples avec dans des modalités différentes et donc avoir quelque chose de très, d'assez complet. Et puis ensuite, le cas où on a une seule modalité, par exemple, ou seulement certaines modalités, mais pas tous, c'est comme le cas de l'étudiant qui n'a pas encore suivi tous les cours. Voilà. Et donc, c'est un peu cette idée-là. Et donc, on va essayer de coupler, en fait, ces deux réseaux pour que là où ils aient une connaissance commune, ils soient le plus similaire possible, en fait. Et donc ça se fait par l'intermédiaire de fonctions de coût. Donc le lien en fait entre le prof et l'élève se fait par différentes fonctions de coût. Donc soit dans l'espace latent pour essayer de faire coïncider les espaces latents, soit sur les résultats pour essayer d'avoir une similarité en fait entre les résultats. Donc ici c'est de la segmentation hein, qu'on cherche à faire. Et donc là on voit des exemples de deux modalités différentes et différents résultats ici sur les différentes parties de la tumeur. Donc ici, la partie très contrastée ici de la tumeur, ici l'ensemble de la tumeur et ici la tumeur avec l'effet autour, l'effet de masse autour. Voilà. Et donc ça, c'est des résultats pour différentes méthodes. Donc un réseau de base donc, qui apprendrait juste sur chaque modalité. Ça, c'est les résultats du réseau prof. Voilà.
les résultats du réseau étudiant, mais qui a bénéficié d'un apprentissage sur d'autres données avec le réseau prof. Et puis la segmentation de référence ici. Et voilà. Et donc on voit que donc si on apprend juste à partir d'une modalité, on est assez loin en fait de la référence, surtout dans le dernier cas ici. Alors que combiner les informations de l'étudiant donc sur cette image, mais en bénéficiant de toute la connaissance du réseau prof sur d'autres images d'apprentissage, ça permet de se rapprocher pas mal de la solution. Voilà, donc ça c'est un exemple. Un autre exemple, où ici on va essayer d'introduire des connaissances géométriques dans le réseau. Et donc c'est l'exemple de l'imagerie pédiatrique que je montrais tout à l'heure, où une des structures importantes, ça va être les vaisseaux sanguins. Et là, on sait qu'on a une organisation arborescente en fait de ce réseau. Et donc on a une détection préliminaire en fait de l'organisation générale du réseau. Voilà, avec une géométrie, une topologie du réseau, mais la géométrie est vraiment très, très grossière. Et ça, en fait, ça va permettre de guider une méthode d'apprentissage en se focalisant autour, en fait, de cette structure générale qui est donnée. Donc là encore, on ne va pas chercher dans toute l'image, mais juste chercher autour de cette structure et en gardant ses propriétés de structure en arbre. Alors ça permet aussi de beaucoup réduire la complexité en fait de l'apprentissage, parce qu'on va apprendre juste sur des petites régions en fait autour de ces branches, mais pas partout dans l'image. Voilà. Et donc on a ici la segmentation des vaisseaux et en plus une classification entre veines et artères en fait qui est faite simultanément. Voilà. Donc ça c'est typiquement ce qui est inclus en fait dans les modèles anatomiques ici du pelvis comme guide pour la chirurgie. Et c'est là-dessus qu'on rajoute les faisceaux de nerfs que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et donc là aussi, ça va être un outil d'interprétation utile et d'explication pour le planning chirurgical. En fait. Ouais, un autre exemple d'explication, quand je vous disais les niveaux d'explication, donc typiquement sur cet exemple-là, donc l'explication de l'organisation des structures a été utile pour le planning chirurgical, mais il s'est avéré que ça a été très utile aussi pour la chirurgienne pour interagir avec les patients ou leurs parents en fait, parce que c'est des petits enfants. Et ça c'est un truc qui n'était pas du tout prévu au départ, mais elle s'est rendue compte qu'on parlait d'adoption tout à l'heure par les médecins, mais par les patients aussi, parce que être capable d'expliquer comme ça sur un modèle 3D à des parents qui sont un peu stressés quand même, dans des cas comme ça, ce qui arrive à leurs enfants, pourquoi, comment va se passer la chirurgie, quels sont les risques, etc. Mais en fait, ils comprennent beaucoup mieux et du coup, ils acceptent mieux à la fois la chirurgie et les effets secondaires potentiels. En fait. Et donc, ça a été aussi un outil de communication, en fait, cette explication de ce qui se passe. Mais évidemment à un niveau différent de ce que la chirurgienne a utilisé au bloc, etc., enfin pour la chirurgie. Voilà. Donc c'est une autre facette de l'adoption des techniques. Voilà, un autre exemple ici de segmentation de structure au niveau des reins. Donc segmentation des reins et des tumeurs rénales, là encore chez des enfants. Et là, l'idée, c'était d'exploiter le fait que, on n'a pas beaucoup d'images pédiatriques, mais on a beaucoup d'images d'adultes, et donc d'essayer de transférer en fait ce qu'on a des adultes vers les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Quelles connaissances on peut avoir pour faire ce transfert d'apprentissage ? On a évidemment des connaissances d'évolution des tailles des structures anatomiques entre l'adulte et l'enfant. Donc ça, on a des informations là-dessus. Et puis, on a aussi des informations sur le type de tumeur qu'on trouve chez les adultes et chez les enfants. Ce n'est pas les mêmes. Et typiquement, chez les enfants, on a des tumeurs qui sont beaucoup plus grosses par rapport à la taille des reins. Et donc, finalement, on a des déformations qui varient en sens inverse quand on parle des reins ou quand on parle des tumeurs dans les reins. Et donc, on injecte cette information-là au moment du transfert d'apprentissage. Avec des réseaux qui permettent justement d'apprendre ces transformations
ces transformations géométriques. Voilà. Donc, on a quelques exemples ici. Donc, on voit des images ici assez différentes. Hein. Donc, par exemple, là, avec une énorme tumeur là, dans le rein. Donc, le rein normal, il est là. Hein, donc, ça, c'est une tumeur dans le rein. Et on arrive effectivement à avoir une bonne, des bonnes segmentations. Un dernier exemple ici où on va améliorer l'explicabilité en rajoutant des informations a priori. Donc là, c'est un exemple de détection du ménisque et de fissures dans le ménisque dans des images IRM du genou. Et on parlait tout à l'heure de visualisation. Donc, dans le cas où on fait de la détection dans des images, on peut effectivement visualiser dans l'image les zones qui ont contribué à la décision. Et si on applique un réseau classique de segmentation, etc., on va trouver que les zones qui ont contribué, c'est les zones avec des couleurs chaudes ici dans cette image. Donc, on a la zone du ménisque qui s'éclaire un tout petit peu, mais les zones qui s'éclairent le plus, elles n'ont absolument rien à voir avec… et ça pose des problèmes typiquement aux médecins. Donc ça empêche l'adoption d'un système d'apprentissage automatique parce qu'ils disent mais non, les zones qui contribuent à la décision, c'est n'importe quoi. Moi, je suis incapable d'interpréter ce que le réseau a fait et donc, je n'ai pas confiance. Quoi. Voilà. Et alors, là, on utilise encore une fois des outils de morphologie mathématique, mais cette fois en pré-traitement, où on a des connaissances sur l'apparence en fait et la forme des structures qu'on cherche dans les images. Et donc, on va associer à l'image acquise une image transformée avec des opérations de morphologie mathématique qui vont en quelque sorte rehausser les structures qu'on cherche. D'accord. Donc, avec des opérations pour faire ça. Donc, c'est ça, cette image rehaussée. Et donc, on a une entrée double, en fait. Hein, donc, on garde évidemment les données natives et puis aussi les données transformées. Et puis, on réapplique la méthode. Et là, cette fois, les zones activées, pardon, faut que je mette comme ça, les zones activées, donc les zones qui contribuent à la détection, elles sont au bon endroit. Et donc, avec cette méthode, d'abord, on améliore la précision de la segmentation, etc. Donc, ça améliore le résultat intrinsèque auquel on s'intéresse. Et puis, on a un saut sur l'explicabilité qui est énorme quand on fait ça. Donc, ça sert injecter ces informations, ça ne sert pas seulement à améliorer le résultat, mais aussi ça améliore énormément en fait l'interprétabilité. Donc voilà. Donc vraiment toujours cette idée que de combiner plusieurs approches, ça aide pour l'explicabilité et l'interprétabilité. Ouais. Non, là, c'est juste, c'est des connaissances symboliques si on veut, mais c'est juste sur la forme et l'apparence dans l'image. Donc, on sait qu'on va chercher des petites structures fines, assez étroites. Voilà. Et c'est ça qu'on utilise pour… voilà. Mais ça se traduit cette fois comme… il n'y a pas de relation spatiale, là, si c'était ça la question. Et cette connaissance symbolique, si on veut, elle est traduite sous forme d'une opération de morphologie qui permet de rehausser ces structures dans l'image. La question, c'est que la transformation morphologique, c'est pas traduite par des couches dans le neurone convolutionnel. Alors, pas dans cet exemple-là, ça a été fait uniquement en pré-traitement, mais effectivement, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur l'association d'opérations de morphologie mathématique et de réseaux de neurones. Donc là, c'est la version la plus simple, entre guillemets, où on fait ça avant. Donc, on multiplie les entrées avec des résultats de traitement morphologique. Ce qui est très facile à faire aussi, c'est en post-traitement. Donc, par exemple, si on a détecté des objets, puis il y a des petits bouts en trop, des choses comme ça. Donc là, il y a plein d'outils morphologiques pour nettoyer tout ça. Donc, en post-traitement, c'est très facile à faire aussi. Mais ce n'est pas lié au réseau de neurones, en fait. Ça peut être fait sur n'importe quelle image de résultat, en fait. Et là où il y a beaucoup de travaux en ce moment, c'est de mettre tout ça à l'intérieur du réseau de neurones. Et donc, il y a des réseaux de neurones où on remplace, en fait, des couches de convolution par des opérations morphologiques, donc qui sont plus linéaires. Donc, il y a beaucoup de travaux dans cette direction-là. Des travaux aussi qui essayent d'injecter des connaissances dans la fonction de coût. Voilà. Et par exemple, qui essayent de trouver une solution qui satisfait, par exemple, certaines relations spatiales.
Et ça se fait dans la fonction de coût qui est mise à l'intérieur des réseaux de neurones. Voilà. Et oui. Mais ce n'était pas fait dans cet exemple-là, mais voilà, ça fait partie des travaux. Ouais. Oui, oui. Genre les couches conventionnelles, le réseau de neurones conventionnels, ce sont des chiffres. Oui. Ces chiffres-là ne permettent pas, on n'arrive pas à prendre les points qui permettent de transformer ces chiffres-là en opération morphologique. Oui, alors il y a aussi des travaux là-dessus qui essayent par exemple d'apprendre l'élément structurant d'une transformation ou d'apprendre la transformation elle-même à partir de réseaux de neurones. Je ne sais pas si ça va dans le sens de la question là. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est un domaine voilà, qui est en pleine expansion. Et, oui, oui, oui. Là c'est fait à partir d'informations a priori. Encore une fois, on a des connaissances expertes qui nous disent à quoi ressemble l'objet et on en déduit la transformation qui va bien, etc. Donc c'est fait de manière ad hoc, encore une fois, là, dans ce cas-là. Mais il y a effectivement des travaux qui essayent de le faire automatiquement en faisant apprendre tout ça par le réseau lui-même. Donc ça, c'est un champ qui a déjà pas mal démarré depuis quelques années. Il commence à y avoir Alors, remplacer des éléments des réseaux de neurones par des couches morphologiques, ça existe depuis longtemps. D'accord. Mais là, maintenant, il y a plein de travaux sur les réseaux convolutionnels, justement, là-dessus. En fait, on peut voir une opération morphologique comme une convolution, mais dans une algèbre max plus, au lieu d'être dans une convolution linéaire, quoi. Et du coup, on peut étendre des choses. Un autre exemple ici, si j'ai encore quelques minutes, oui, ça va aller. C'est un exemple, donc cette fois sur des images biologiques, où l'idée, alors ça c'est des exemples de dépistage systématique, donc pour dépister des cancers ou des choses comme ça. Et donc ça veut dire qu'on fait plein d'examens de manière systématique sur les personnes à partir d'un certain âge. Et là-dedans, heureusement, il y a plein de cas anormaux. Et on veut ne pas rater des cas où il y aurait des signes pathologiques. Et donc là, c'est aussi un vrai sujet de savoir comment gérer ces énormes bases d'images, sachant que les regarder à l'œil, c'est assez fastidieux, etc. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui se sont lancées là-dessus pour essayer d'aider les cytopathologistes à interpréter les images. Et donc, l'idée, c'est de ne pas leur faire passer de temps sur des cas normaux et de les concentrer sur des cas ambigus ou anormaux. Et donc, on est typiquement dans un cas où on veut éliminer le plus de cas normaux possible, mais pas rater de cas pathologiques. Donc, ce n'est pas très grave s'il y a des cas normaux qui sont avec les cas pathologiques. Ça, c'est pas très grave. Bon, ça fait perdre un peu de temps aux cytopathologiste, mais surtout, il ne faut pas laisser des cas anormaux dans les cas normaux. Et puis ensuite, on peut s'intéresser à avoir des degrés de sévérité sur ce qu'on va détecter, etc., pour les aider. Et là, l'interprétabilité est vraiment, enfin, l'explicabilité est un enjeu énorme parce que ce sont des images de très grande taille qui sont visuellement explorées sur un microscope ou un truc comme ça. Donc, on bouge dans l'image pour regarder plein de cellules, etc. Et donc, si on est capable de pointer, par exemple, sur les cellules, pas forcément toutes, mais quelques cellules qui expliquent le degré de sévérité qui a été trouvé, ça fait gagner un temps important. Et voilà, donc l'explicabilité est au cœur finalement de ce qu'on cherche dans ce type de problème. Et donc là, dans le travail qui est montré ici, l'idée c'était de construire une méthode de classification, de détection et d'explicabilité qui s'inspire de la manière dont raisonnent les cytopathologistes. Et donc, typiquement, ils vont raisonner à différents niveaux. Donc, ils ne vont pas forcément regarder toute la lame en entier d'un coup, mais ils vont commencer par regarder des petites portions, donc ce qu'ils appellent des tuiles, et essayer dans ces tuiles de rechercher s'il y a des signes pathologiques. Et puis ensuite, ils vont passer à l'échelle de toute la lame. Et donc ça, c'est l'idée en fait de l'architecture qui est montrée ici,
où il va y avoir un travail au niveau de chaque cellule, un travail au niveau des tuiles et un travail au niveau de toute la lame. Donc, c'est des réseaux de classification et voilà, donc peu importe à la limite le type de réseau. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver en fait les zones qui ont contribué à une certaine décision, donc soit à la détection d'une zone pathologique, soit à un degré de sévérité, etc., et de revenir à ça au niveau des cellules. Donc d'être capable de passer donc, de ces différentes échelles au niveau de la cellule en disant cette cellule-là, elle a tel degré de sévérité. Et c'est ça qui explique que globalement, on a classé la lame avec ce degré-là. Voilà. Et donc, on construit voilà, ces cartes, encore une fois, d'activation ici, qui permettent d'identifier en fait les zones qui ont contribué à la décision. Voilà. Et donc ça, c'est aussi important parce que si on dire que globalement la lame, voilà, il y a une pathologie avec telle sévérité, ça ne permet pas au cytologiste d'exploiter le résultat directement si on ne va pas lui pointer en fait les cellules qu'il doit regarder pour vérifier le résultat. Voilà. Et c'est typiquement voilà, un exemple, comme je disais tout à l'heure, où les différents types d'erreurs n'ont pas du tout le même impact. Donc, si on met une image normale dans les images pathologiques, c'est pas très grave parce que c'est jamais cette décision-là qui est la décision finale. Donc, le cytopathologiste, il va regarder, il va vérifier. Les cellules qui ont été pointées, il va dire non, finalement, ces cellules, elles sont malades. Et puis, s'il y a le moindre doute, il y aura un autre examen, etc. Donc, c'est un cas d'erreur qui est moins gênant que de rater complètement une pathologie où là, dans ce cas, si on a décidé que c'était normal, on fait plus rien, quoi. Donc, voilà, c'est un exemple typique de ça qui est assez fréquent, en fait, en imagerie médicale. Voilà. Bon, dans tout ce que j'ai raconté là, vous avez bien compris que c'était que des exemples qui essayaient d'illustrer un petit peu différentes associations possibles entre différents domaines de l'IA. Bon, voilà, j'ai choisi les exemples dans le domaine du raisonnement spatial, de l'interprétation d'images parce que d'abord, je ne sais rien faire d'autre. Et puis, et puis, ça permettait de bien illustrer certaines choses que j'ai racontées là, en particulier avec cet objectif d'explicabilité. Voilà. Alors après, il y a plein de questions autour de ça. C'est finalement, quelles sont les méthodes qu'on va combiner. Donc, ça, par rapport à une des questions de comment on choisit telle méthode pour tel problème, etc. Bon, il n'y a pas vraiment de réponse générale à cette chose-là. Maintenant, tout le monde utilise des réseaux de neurones, mais bon, voilà, est-ce que ça suffit? Vraisemblablement pas. Et tout le domaine qui est en train de se développer, d'associer ces méthodes-là à des méthodes qu'on considère comme obsolètes, mais qui en fait ne le sont pas du tout, c'est vraiment quelque chose moi je suis prête à parier gros dessus, que ça va beaucoup se développer, en particulier à cause de cette question d'explicabilité. Et donc derrière tout ça, il y a des questions importantes sur quel est le rôle respectif des connaissances et des données. Donc, qu'est-ce qu'on modélise comment? À quel moment on les introduit? À quel moment on les oublie parce que, par exemple, on a des données qui s'écartent trop des connaissances standards parce qu'on est dans un cas pathologique, etc. Donc là, il y a encore plein de questions à explorer là-dessus. Si on parlait de qu'est-ce qu'on peut mettre dans des réseaux de neurones, donc moi j'ai beaucoup parlé d'approche structurelle. Et donc, il y a des méthodes de réseau de neurones qui résonnent sur des graphes, mais une question qui est moins traitée, c'est comment est-ce qu'on introduit des contraintes structurelles à l'intérieur des réseaux de neurones, même si les données elles-mêmes ne sont pas forcément des graphes. Donc ça, c'est voilà, des questions un petit peu encore à explorer. Et puis, évidemment, la question d'explicabilité. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé d'explication des résultats et de ce qui avait causé certains résultats. Donc, avec les méthodes d'abduction, avec les cartes d'activation, etc. Donc, qu'est-ce qui explique ou quelle relation spatiale explique qu'on a tel résultat? En revanche, je n'ai pas parlé du tout de l'explication des erreurs. Donc, à part un peu sur l'approche séquentielle, etc. Mais c'était le seul exemple où on parlait un petit peu d'erreurs. Et voilà, donc là aussi, il y a sûrement il y a beaucoup de choses à faire pour, si on a une méthode qui se trompe, qui fait une erreur, comment est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi on a fait cette erreur.
Voilà. Et puis voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'est-ce qu'on veut expliquer. Est-ce qu'on veut expliquer un résultat, une erreur, la procédure qui a conduit à ce résultat, les parties des observations ou des connaissances qui ont conduit au résultat, ou est-ce qu'on veut expliquer le processus même de raisonnement. Voilà, ces différents niveaux d'interprétation possibles. Et puis la question, sous quelle forme on délivre l'interprétation aussi. Est-ce que ça va être des phrases, et dans quel langage? Est-ce que ça va être des cartes d'activation? Est-ce que ça va être des schémas? Et là, la réponse, c'est à qui on s'adresse, à qui c'est dédié, etc. Donc, par exemple, les modèles anatomiques que j'ai montrés, c'est une forme d'explication qui convient bien pour certains types d'interactions, mais peut-être pas pour d'autres. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est voilà, des questions qui sont assez passionnantes et qui vont faire couler un peu d'encre, je pense, dans les prochains jours aujourd'hui, et puis même après, au-delà de ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'en ai une. Vous semblez dire qu'à chaque fois, la combinaison de toutes ces techniques, j'aimais bien votre mot de dire elle tire l'attention du modèle, enfin, ou elle spécialise un modèle. Je trouvais ça intéressant. Mais ça reste un peu comme dans un pipeline, finalement, même si parfois il y a des boucles pour spécialiser le graphe. Qu'est-ce qu'il en est de faire bosser plusieurs méthodes en parallèle pour qu'elles discutent entre elles et disent non, toi va chercher un peu plus par là. Mais ah non, moi j'ai peut-être la réponse. Plutôt en mode. Alors, la méthode par satisfaction de contrainte, elle fait un peu ça, mais ce n'est pas plusieurs méthodes, c'est plusieurs types d'informations partout dans l'image. Et plusieurs types de méthodes. Alors, il y a des méthodes qui s'inspirent, alors ça, mais je ne connais pas très bien, qui s'inspirent de la théorie des jeux, par exemple, où on va avoir plusieurs méthodes qu'on va soit mettre en concurrence, soit faire collaborer, donc dans des modèles de jeux collaboratifs, par exemple. Alors, il y a des choses qui ont été faites là-dessus en segmentation d'images, par exemple, à faire collaborer des méthodes qui vont rechercher des contours, d'autres qui vont chercher des critères plutôt d'homogénéité de région. Donc, il y a des choses qui ont été faites comme ça. Mais voilà, moi, ce n'est pas des domaines que je connais très bien, voilà, mais il y a des choses. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des choses dans la semaine là, sur des choses qui viennent de la théorie des jeux et des choses. Non, ouais. Moi, je vais très général, plutôt avec l'approche de départ machine learning, mais je me dis que du coup, en combinant des modèles qui soient machine learning ou pas, et en multipliant comme ça des modèles qui vont être, que ce soit en séquence ou en parallèle d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas justement un besoin d'explication qui se multiplie, et que potentiellement pour chaque modèle, il faut fournir une explication qui est différente à chaque fois? Alors, ça dépend de ce qu'on veut expliquer. Si on veut expliquer le résultat, ça va être juste une explication du résultat, et l'explication, elle peut trouver son origine dans les différents modèles qu'on a combinés. Et donc, peut-être qu'à un moment, il y en a un qui aura été plus impliqué qu'un autre, ou un truc comme ça. Et après, si on veut, oui, expliquer le mode de raisonnement, il va peut-être falloir expliquer chaque type de modèle Ça, qui veut dire avoir une information qui doit se transmettre et qui doit encore être utilisable par le modèle suivant pour à la fin donner l'explication, par exemple. Ouais. Mais ça me semble apporter aussi beaucoup de... même si c'est utile puisqu'on sait ce que chaque module fait, ça apporte aussi pas mal de difficultés techniques, je pense, par rapport à des approches. Oui, plus on combine de choses, plus ça devient usine à gaz, hein, déjà, ça c'est clair. Mais même des méthodes comme les méthodes par CSP là, que j'ai montrées, c'est super long à calculer en fait. Hein. En 3D et tout ça, c'est super long, quoi, parce qu'il y a plein d'itérations des contraintes, etc. Donc c'est déjà un peu usine à gaz. Hein, bon, après, c'est pas forcément optimisé, c'était une thèse, voilà, tout n'est pas forcément optimisé à la fin, mais c'était un peu long. Quoi. Oui, donc j'ai pas dit, mais en fait, la plupart des choses que j'ai montrées là, ça a été fait dans le cadre de thèses ou de collaboration, soit avec d'autres laboratoires, soit avec des chercheurs plutôt sur le plan médical, etc. Où l'explication était en fait quelque chose qui était pas forcément facile à mesurer la qualité. Et si vous utilisez une base de connaissances pour extraire l'explication de votre apprentissage, est-ce qu'ici la question de savoir si l'explication est bonne ou pas se pose toujours? Oui, je pense qu'elle se pose toujours. Oui.
C'est pas juste extrait la plus... non, après, on peut avoir un formalisme qui nous définit ce que c'est qu'une meilleure explication au sens de certains critères. Donc, par exemple, dans les méthodes d'abduction, on définit des critères de minimalité, par exemple, qui disent ce que c'est qu'une bonne explication. Mais dans l'exemple du ménisque que j'avais là, typiquement, le résultat qu'on avait en utilisant juste cette image, il n'était pas si mauvais, mais l'explication, elle est mauvaise. D'accord. Mais donc là, c'est des critères de localisation, de choses comme ça qui permettent de dire que l'explication est mauvaise. Alors que celle-là, elle va être beaucoup plus acceptée par les utilisateurs. Ouais. Mais donc oui, la question de est-ce que l'explication est bonne ou pas, elle se pose, oui. Je pense qu'il n'était pas bien fourni ou c'était l'approche même de... Non, c'est que voilà, on trouve assez souvent des méthodes qui marchent, mais en s'appuyant sur des zones de l'image qui ne sont pas forcément la zone d'intérêt. Il y a l'exemple typique qui est assez connu, c'est l'exemple de reconnaissance d'animaux. Et on reconnaît un lion, pas du tout à partir des caractéristiques du lion, mais à cause de la savane qui est autour. Voilà. Et ça permet effectivement de reconnaître le lion, et on ne se trompe pas sur la reconnaissance du lion, mais ce n'est pas les attributs du lion lui-même qui sont utilisés pour la reconnaissance. Voilà. Et du coup, alors peut-être que pour reconnaître un lion dans une savane, on peut se contenter de cette explication. On dit c'est dans la savane, donc c'est un lion. Bon, pourquoi pas. Mais là, les médecins, ils n'achètent pas ce type de choses. Voilà. Il y avait une question de Jean Charlet en ligne, en fait. L'ontologie qui modélise en fait des déformations dans le cerveau que tu as présenté, est-ce que c'est accessible en fait? Alors, dans ce travail-là, on s'était appuyé sur la FMA, en fait, qui est le Foundational Model of Anatomy. Donc, c'est une ontologie qui existe. Ouais. Et on avait juste rajouté des concepts de relations spatiales parce qu'il y en avait très peu dans la FMA. Mais après, des ontologies en anatomie, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Ouais. Mais Jean, il en a développé lui-même. Comme mécanisme pour expliquer, comment vous décidez entre deux explications concurrentes quand il y en a deux potentiellement équivalentes? Ah, bon, on peut garder les deux. On peut garder les deux ou avoir d'autres critères de choix derrière. Après, il faut rajouter un critère pour sélectionner. Mais effectivement, quand on fait ces érosions, il y a un moment où on peut peut-être ne plus pouvoir continuer à éroder, mais qu'il reste encore un ensemble de solutions dans cet ensemble mini. Donc, ça vérifie un critère de minimalité, mais il peut encore y avoir plusieurs explications dedans. Et après, du coup, si on veut choisir, il faut ajouter un autre critère de choix. Il est 12h30. Bonne synchro.